Et si votre marque de bijoux préférée se disait éthique, sans jamais vous dire ce que cela signifie vraiment? On a tous vu ça. Vous faites défiler votre fil d'actualité sur Instagram ou Facebook et vous tombez dessus. Un magnifique bracelet doré. La marque se dit éco-responsable, le site web est empreint de tons doux et naturels, le prix semble correct, mais ensuite vous commencez à vous poser des questions. Qui l'a fabriqué? D'où viennent les matériaux? Et va-t-il vraiment durer? Dans le monde de la haute joaillerie, on parle de carats et de certification. Mais dans celui des bijoux fantaisie, ce secteur accessible, créatif et dynamique que nous adorons, les règles semblent souvent écrites à l'encre invisible. Bienvenue dans Écrin à bijoux, le podcast où j'explore la durabilité dans l'industrie des bijoux fantaisie, une marque à la fois. Je suis Ornessi et si vous me suivez, vous savez que ma mission est de vous aider à consommer plus intelligemment et plus consciemment. Si vous vous posez la question de savoir si une marque est réellement responsable, c'est une question légitime. Dans un monde où les termes éthique et éco-responsable sont omniprésents, il est parfois difficile de distinguer un véritable engagement d'un simple argument marketing. C'est pourquoi, dans cet épisode, je vais vous aider à y voir plus clair. Avant d'analyser les marques, je souhaite vous expliquer ma méthode d'évaluation, car la transparence est essentielle en matière de durabilité. Comme évoqué dans l'épisode 1 du podcast, je suis une professionnelle de la durabilité, titulaire d'un master en responsabilité sociétale des entreprises, connu aussi sous l'abréviation RSE. Et j'ai également une formation en management des organisations. Je travaille dans une entreprise privée en tant que chef de projet RSE et dans le cadre de mes activités professionnelles, je suis amenée à analyser les pratiques de durabilité d'autres marques. Comme la majorité des personnes susceptibles d'écouter mon podcast ne sont pas des professionnels de la durabilité, j'évaluerai les marques de manière simple pour vous donner une image claire et honnête de leur positionnement. Pour ce faire, je m'appuierai sur un ensemble de sources fiables et vérifiables, comme des sites web officiels des marques, les rapports RSE ou encore des enquêtes et articles de presse. Et ces dernières sources sont importantes car les journalistes d'investigation et les rapports d'ONG apportent des faits sur lesquels les marques ne communiquent pas en général. Et quand l'information sera indisponible, je le dirai et cela alimentera également ma grille d'analyse. Parce qu'en matière de durabilité, la transparence est un principe fondamental. Si une information est indisponible, c'est en soi un indicateur. La grille d'analyse s'appuie sur 5 piliers que j'ai adaptés au monde de la bijouterie fantaisie et que je vais vous présenter maintenant. La première chose que j'examine, ce sont les matériaux. Est-ce que la marque peut-elle me dire précisément de quoi ces bijoux sont faits? Je vérifie s'ils indiquent les alliages, que ce soit du laiton, acier inoxydable, ou bien encore du cuivre, et je regarde si la marque décrit les plaquages des bijoux. La mention plaqué or est insuffisante. Ce que je veux savoir, c'est combien de microns de plaquage en or. Parce qu'un plaquage de 0,1 ou 0,5 microns s'use en quelques semaines, tandis qu'un plaquage de qualité de 3 microns ou plus durera des années. Donc si une marque ne vous dit pas l'épaisseur en microns, il y a des chances que la durée de vie du produit soit courte. Plus, comme je l'ai évoqué dans l'épisode précédent sur la toxicité des bijoux et notamment concernant le nickel, un plaquage qui s'use rapidement peut vous exposer à des substances dangereuses comme le nickel par exemple. En parlant du nickel, j'examine également si la marque aborde ce sujet, tout comme le plomb et le cadmium, qui sont des substances dangereuses, qui posent des problèmes de santé et qui sont strictement réglementées par le règlement REACH de l'Union européenne.
Et si une marque affirme utiliser des matériaux recyclés, je veux voir un pourcentage et idéalement une attestation d'un organisme tiers le confirmant. Ensuite, je me pose la question de comment et où les bijoux sont-ils fabriqués. Là, on va parler de donc la fabrication. C'est sans doute le critère de durabilité le plus important pour les bijoux fantaisie, car la majeure partie de l'empreinte environnementale et sociale se produit à l'étape de la fabrication. Donc, je cherche à savoir si une marque divulgue son pays de fabrication et si elle mentionne les conditions de travail ou si elle possède des certifications comme la SA 8000, qui est une norme de responsabilité sociale pour le travail décent. Je me pose la question de savoir si elle travaille avec des petits ateliers ou des installations de production de masse anonymes. La transparence ici ne concerne pas seulement une étiquette fabriquée en France ou fabriquée en Italie, elle concerne également les conditions de travail derrière cette étiquette. Le troisième critère ou pilier, c'est l'emballage. La durabilité ne s'arrête pas au produit lui-même, donc j'évalue également ce qui l'entoure. De quel matériau l'emballage est-il fait? Du plastique, du carton certifié FSC, du papier recyclé? Y a-t-il un suremballage? Par exemple, si on a une petite paire de boucles d'oreilles qui arrive dans une énorme boîte remplie de papier bulle en plastique? Ou bien la marque fait-elle des choix réfléchis pour minimiser les déchets? L'emballage est un domaine où les marques peuvent apporter des améliorations relativement rapidement. Et lorsqu'il est minimal et réfléchi, cela signale souvent une conscience opérationnelle plus profonde. Le quatrième critère, c'est la fin de vie. C'est un critère que presque aucune marque, ou très peu de marques de bijoux fantaisie maîtrisent. Et c'est exactement pourquoi je mets ce critère en évidence. J'examine donc si les marques offrent des services de réparation, des options de replaquage et des instructions d'entretien claires. Ensuite, qu'est-ce qu'il arrive à vos bijoux à la fin de vie? Est-ce que la marque, elle offre un programme de reprise? Est-ce qu'elle recycle des anciennes pièces? Donc, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est très rare en matière de bijoux fantaisie, mais quand une marque le fait, c'est un vrai différenciateur significatif et cette marque a des années d'avance. Et quand aucune marque dans une catégorie le fait, ça devient une conversation qui vaut la peine d'être menée parce que la circularité, c'est l'avenir de la mode durable. Et enfin, le dernier critère, la transparence. Comment la marque communique-t-elle sur tout cela? Comment elle communique sur la durabilité? Je regarde s'il y a un rapport RSE, un rapport ESG, un rapport de durabilité, ou bien s'il y a des pages internet sur la durabilité sur le site de la marque. Est-ce que les pages internet, les rapports RSE détaillent les pratiques de la marque ou c'est simplement une narration aspirationnelle avec de belles photos? Est-ce que dans ses écrits, dans ses déclarations, elle fournit des objectifs et des indicateurs associés? Parce que faire de belles aspirations sans objectifs et sans indicateurs, ça reste un doux rêve. Est-ce que par exemple aussi la marque possède une ou des certifications RSE comme B Corp par exemple? Et en fait, ce critère est très important parce que, par exemple, selon une étude européenne de 2020, plus de la moitié des allégations environnementales fournissaient des informations vagues, infondées, voire trompeuses. D'où la nécessité vraiment de regarder de plus près les déclarations d'une marque. Une fois que j'ai évalué une marque selon les 5 critères, 5 piliers que je viens de vous énoncer, je communique mes conclusions au moyen d'un système de notation simple à 3 niveaux.
parce qu'on ne devrait pas avoir besoin de lire un rapport de 200 pages pour comprendre où se positionne, où se situe une marque. Donc, 3 niveaux. Le premier, c'est un feu vert, donc ça signifie un engagement fort, c'est-à-dire que la marque fait preuve de pratiques responsables et éthiques dans tous les aspects du pilier ou bien dans tous les aspects généraux des 5 piliers qu'on a vus. Elle joint le geste à la parole. Ensuite, on a un feu jaune. Là, c'est pour des efforts notables. Il y a une marge de progression, donc la marque évolue dans la bonne direction, mais il y a des points d'amélioration. Et ensuite, le feu rouge, le red flag, red light. Là, on a un engagement insuffisant ou inexistant. Donc la marque ne fait pas d'efforts significatifs dans ce domaine, ou les affirmations qu'elle fait ne peuvent pas être étayées. Alors, je tiens quand même à préciser une chose, je ne suis pas là pour stigmatiser des marques, pour jeter des marques en pâture, sauf si elles méritent vraiment. Parce que comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la durabilité, pour moi, n'est pas synonyme de perfection, mais de progrès, de responsabilité et de choix éclairés. Et donc mon objectif, c'est d'être juste, de souligner les efforts, d'identifier les axes d'amélioration et de vous donner les moyens d'agir en tant que consommateur et consommatrice, car c'est aussi nous qui faisons évoluer les marchés. Et de vous fournir donc une évaluation la plus fiable possible, en toute honnêteté, quant à mes conclusions et aux limites de ce à quoi j'ai accès. Avant de conclure, je souhaite aborder une idée qui revient constamment dans le domaine de la mode durable, celle qu'un prix plus élevé signifie un produit plus éthique. Il est connu aujourd'hui que certaines marques de luxe facturent des milliers d'euros pour des vêtements à partir de matières synthétiques dérivées du pétrole. Et parallèlement, on a des marques plus petites et plus abordables qui travaillent avec des matières naturelles et plus éthiques. On constate ce phénomène dans les deux sens, ce qui prouve que le prix est un indicateur insuffisant. Et ceci est particulièrement pertinent pour les bijoux fantaisie, qui sont par définition une catégorie plus accessible. Donc aujourd'hui, les modèles commerciaux évoluent. Il est tout à fait possible de produire des bijoux éthiques et responsables à un prix raisonnable. C'est pourquoi j'évalue chaque marque, quel que soit son positionnement tarifaire, selon les mêmes critères, avec la même rigueur. Et mon souhait est que chacun et chacune, quel que soit son budget, quel que soit votre budget, dispose des outils nécessaires pour faire des choix éclairés et soutenir les marques qui reflètent ces valeurs. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Donc, je vous ai présenté les 5 piliers, 5 critères de mon cadre d'évaluation des bijoux. Donc, pour rappel, je regarde les matériaux, la fabrication des bijoux, l'emballage des bijoux, leur fin de vie et la transparence des marques concernant les questions de durabilité. Donc, ce sont les questions que je poserai à chaque marque analysée dans ce podcast. J'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre ma façon de travailler et pourquoi je crois en l'importance de ce type d'analyse axée sur le consommateur et la consommatrice. Parce que l'industrie de la bijouterie a un impact concret sur la vie des mineurs, des ouvriers, des ouvrières et des communautés du monde entier qui en vivent, ainsi que sur notre environnement. Nous avons le droit de savoir d'où viennent nos bijoux et nous avons plus de pouvoir que nous le pensons, parce que chaque achat est un signal et des personnes informées font évoluer les marchés. Dans les prochains épisodes, j'analyserai une première marque. En attendant, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Quelle marque souhaiteriez-vous que j'analyse? N'hésitez pas à laisser vos suggestions en commentaire sur YouTube ou également sur mon compte Instagram, Écrin à bijoux. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pourrez retrouver les notes de ce podcast et les sources mentionnées dans le blog du podcast sur écrinabijoux.blogspot.com. Encore merci à vous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la prochaine. Bye.